a beaucoup de couples qui se séparent, c'est quand les enfants quittent la maison. On a pendant des années géré toute cette vie familiale et on se retrouve l'un avec l'autre et là, on se rend compte que la personne qui est en face de moi, je ne sais pas si c'est celle avec qui j'ai envie de continuer. Les séparations doivent se préparer au moins aussi bien que les mariages, parce qu'il y a un partage à faire. On peut se disputer sur tout, de la brosse à toilette violette au portefeuille d'action. Ce sont davantage les femmes qui décident de divorcer ou de se séparer. Aujourd'hui, elles ne stagnent plus dans des relations de couple frustrantes, comme les générations précédentes étaient obligées de le faire. Quand je reviens sur mes séparations, je n'en regrette aucune. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis une divorcée heureuse. S'accrocher à une relation qui végète comme une baleine échouée qui agonise, non merci. La vie est trop courte pour ça. D'un autre côté, je dois avouer qu'une séparation, c'est désagréable et douloureux. Surtout quand c'est l'autre qui est parti. Et souvent, on se retrouve face à un abîme. Comment réussir sa séparation? Thomas Meyer a de l'expérience dans ce domaine. Il a même écrit un essai sur le sujet dont le titre est tout un programme. Séparez-vous. Il y explique notamment que l'amour ne suffit pas pour garantir le bonheur au sein du couple. Et que, surtout si on souffre, partir est la seule solution. Quand ce livre est paru, Thomas a reçu de nombreuses demandes d'aide. C'est ainsi qu'il est devenu coach en séparation. Yana et Elmar se sont quittés il y a 5 ans. Après un véritable clash entre eux, plus rien n'était comme avant. Leur couple était en miettes. Ils avaient perdu confiance l'un en l'autre. Mais grâce à un bon processus de séparation, ils ont créé les conditions pour se retrouver. Aujourd'hui, ils accompagnent d'autres couples en crise qui ont envie de sauver leur relation. J'ai mené une étude sur le long terme avec un groupe de contrôle composé de plus de 1000 personnes mariées depuis longtemps. Et à notre grande surprise, nous avons découvert que 40% d'entre elles n'étaient pas du tout heureuses en couple. Il y a les couples qui ont été ensemble pendant quelques années et puis où la question de passer à l'étape suivante, par exemple fonder une famille, déménager autre part, la question se pose et où tout à coup, la question de est-ce que c'est vraiment avec lui ou avec elle que j'ai envie de faire ma vie? Ça fait un peu peur et puis c'est parfois le moment aussi où les couples se requestionnent. Tu es bien l'homme que je cherche? C'est moi. Salut Thomas. Ça va? Content de te voir. Après une séparation, la grande question c'est que faire des objets qui restent? Les jeter, les vendre, les brûler? J'ai apporté des affaires liées à quelques-uns de mes ex. Thomas est coach, il saura sûrement ce qu'il faut en faire. J'ai une veste qui a vécu différentes relations. Elle a été portée par plusieurs de tes ex? C'est intéressant. J'ai aussi une bague de fiançailles. Hé, on dirait la mienne. Elle est même carrément pareille. C'est la mienne? Tu l'as trouvée au musée? À Zagreb, il y a un musée des relations brisées. Après ma rupture, je leur ai fait don de ma bague de fiançailles. Ce serait assez cool que tu envoies quelques-uns de ces objets là-bas. Le musée des relations brisées. Quand on connaît bien son partenaire et qu'on sait qu'il risque de détruire des choses, des objets qui n'ont peut-être pas de valeur financière mais sentimentale, ou qu'il pourrait par exemple déchirer un testament, je conseille de mettre les documents importants en sécurité. On fait des photocopies, puis on remet les originaux bien en place dans l'armoire, ni vu ni connu, l'objectif étant de tout avoir en double. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit qu'il fallait faire une liste des pour et des contre? Tout passer en revue pour voir si ça vaut encore la peine de se battre. Associer le verbe se battre au mot amour? Ouais, bof. J'ai jamais compris ça. S'il faut se battre, c'est que la bataille est déjà perdue. Je crois qu'on fait tous des listes de pour et de contre. Pas toujours de façon explicite sur un bout de papier, même si je pense que ce serait une bonne chose. On ne le fait pas parce qu'on sait où on en est, ce qu'on ressent, ce qu'on veut et ce qu'on refuse. On sait ce qu'on apprécie chez l'autre, c'est toujours clair.
Mais alors, comment ça se fait que les couples sont si souvent mal assortis? Parce qu'on n'est pas assez attentif. Ça a été mon cas pendant des années. La logique, c'était « Ah, elle est vraiment canon, on va super bien s'entendre ». C'est complètement débile, mais c'est un mode de fonctionnement qui existe. Sauf qu'avec le temps, tu apprends à identifier ce dont tu as besoin et ce que tu ne veux pas. Et là, il faudrait le mettre par écrit et même le soumettre à l'autre. Pour échanger? Oui, prendre un second papier, demander à l'autre de faire pareil, puis les échanger. Et là, on saurait à quoi s'en tenir. Les juifs orthodoxes font ça très bien. Avant le mariage, on organise un shidduch. Ce sont des rencontres en vue d'une union potentielle. Le but est de se parler. Les jeunes gens abordent des sujets comme la religion, la politique ou leur vision de l'éducation. Et si les deux côtés sont satisfaits, alors on peut envisager le mariage. Ça paraît un peu extrême, mais je trouve ce dialogue très pertinent. Il y a des couples qui s'entendent très bien, qui paraissent vivre en harmonie, avec des valeurs communes, et parfois, beaucoup plus tard, après bien des années et des épreuves traversées ensemble, une carrière professionnelle, l'éducation des enfants, ils s'aperçoivent que ça ne colle plus. La plupart des divorces arrivent vers la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. La séparation est effective quand le couple n'a plus d'existence factuelle, quand les partenaires ne prennent plus leur repas ensemble, qu'ils ne partagent plus le même lit depuis plus d'1 an, et qu'au terme de cette année, tous deux disent qu'ils ne veulent plus prolonger cette vie commune ou qu'ils ne souhaitent pas la reprendre. En fin de compte, le mariage civil n'est rien d'autre qu'un acte juridique. Bon voyage à Zagreb. Il y a une deuxième chose aussi que je vois quand je parle avec les couples et que je me rends compte qu'ils sont fatigués. Et là, je pose cette question de l'épuisement aussi ou de l'énergie encore à disposition parce que je sais le travail à fournir pour sauver une relation, il demande de l'énergie et du temps. Le schéma classique d'une consultation en séparation, ce sont des personnes qui sont en couple depuis longtemps, 15 ou 20 ans, avec 2 enfants. Le ménage, les enfants et la relation sont tous aussi importants, mais il y a des priorités. Il faut élever les enfants, les nourrir, les mettre au lit, alors que la relation, elle peut attendre. Elle est moins urgente. Mais les besoins ne disparaissent pas pour autant, et on va les satisfaire ailleurs. On aboutit à une liaison, une double relation. Et là, on n'a que 4 solutions. Mettre fin à la première relation, mettre fin à la deuxième, mettre fin aux 2 ou à aucune. La 4e option est la plus répandue. Aucune. Oui, aucune séparation. Parce que c'est synonyme de souffrance et de changement. Et souvent, on a fini par s'habituer à cette sorte d'entre-deux permanent, qui dure parfois depuis plusieurs années. Imagine, on est ensemble depuis 6 mois et ça ne fonctionne pas. Comment tu fais pour me quitter? Je te dis, Ronia, j'ai bien réfléchi, cette relation ne me convient plus. Par conséquent, j'y mets un terme et je te remercie pour tous ces moments passés ensemble. Oui, mais là, je ne vais pas répondre « Ah oui, très bien, moi c'est pareil ». Je vais te dire « Non, pourquoi ?» Oui, l'idéal, c'est quand les deux sont d'accord. Mais selon ma théorie, on n'aurait pas cette conversation tout de suite. On commencerait chacun par aller voir ailleurs et on laisserait reposer un peu. Il y a une différence entre « je voudrais quitter l'autre » oui. et « je quitte l'autre ». Oui. Dans le premier cas, on se demande ce qu'on peut faire. Dans le second, c'est déjà plié. Dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce qu'on appelle une situationship, une sorte de zone grise pas désagréable, mais qui n'a pas d'avenir. Il faudrait se séparer, mais on repousse l'échéance. On a davantage peur de la solitude que de perpétuer une relation qui n'a aucun sens. C'est là que le conseil de Thomas est utile. Au lieu de tourner autour du pot, il faut oser faire ce qu'on ressent au fond de soi et prendre une décision claire et nette. Chez Yana et Elmar, cette décision a été prise à la suite d'un clash qui a tout changé. Elle est dingue cette sonnette. Salut! Salut Ronia.
et bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Un arbre à souhait. On l'a fait nous-mêmes. Mais il n'y a rien d'écrit. Ce sont des vœux ouverts. Et là, il y a vos noms. Les enfants ont fait ça pour moi quand j'ai déménagé. On est tous les 4 dessus. Je mets mon manteau là-dessus? Oui, vas-y. Je peux visiter un peu? Oui? Leur appartement est étroitement lié à l'histoire de leur séparation. Il y a 5 ans, Elmar est parti et Jana y est restée avec les enfants. Elmar vit à nouveau ici depuis 3 ans. Mais le couple a gardé une partie de l'organisation des lieux du temps où ils étaient séparés. Jana s'est installée ici. Une chambre à elle toute seule? C'est chouette ici. Oui, je l'ai fait aménager quand Elmar est parti. Pour moi, cette séparation a changé beaucoup de choses dans pas mal de domaines. Et par exemple, je me suis mis à dépenser de l'argent pour moi. Elle sert encore? Oui. De temps en temps, quand on se dispute. Si, j'ai dormi ici la semaine dernière. C'était quoi la dispute? C'était au sujet de la répartition des tâches et de la reconnaissance de l'investissement de chacun. C'est une pratique que je recommande. Ne pas se coucher dans le lit conjugal quand on n'est pas complètement apaisé. En cas de conflit. Oui, exactement. Et là, c'est la chambre à coucher? Oui, c'est la pièce la plus importante. Ce n'est pas seulement une chambre pour y dormir. C'est notre temple. Tout se passe ici. Oui, on est assez terrible. C'est vrai? Oui, on peut aller très loin. Je me souviens d'une nuit en particulier. Elmar venait de déménager et j'avais abusé du vin blanc et des cigarettes. J'étais sur le balcon à l'arrière et j'enchaînais les messages vocaux à Elmar. Comment tu peux faire ça, etc. Et j'étais complètement absorbée. Les enfants dormaient ici, dans ma chambre. Je suis revenue ici dans un état second et j'ai vu qu'ils avaient tous les deux saigné du nez. Ils m'avaient sans doute appelée parce qu'il y avait des mouchoirs et des serviettes partout. Et moi, je n'avais rien entendu. Là, j'ai touché le fond. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en voulais tellement. Le psychologue John Gottman a étudié les couples en situation de crise et il a cherché à identifier les schémas d'interaction critiques dans les conflits. On commence par faire des reproches à l'autre, par râler, et la réaction de l'autre va être de se justifier, d'expliquer pourquoi il procède de cette manière, à cet instant, et pourquoi il a raison de le faire. La conséquence de cet état de fait, c'est une perte d'estime qui s'installe au sein du couple. Et à partir de là, on va glisser vers le mépris du partenaire. Gottman a appelé ces schémas de comportement les cavaliers de l'apocalypse, parce que ce sont des indicateurs très clairs d'une relation qui touche à son terme ou qui devrait prendre fin. Comment savoir quand le moment est venu de se séparer? Pour vous, c'est arrivé trop tôt ou plutôt trop tard? Nous, on a foncé à 180 dans le mur. Une amie m'a appelée et m'a annoncé qu'elle avait quelque chose à me dire. Mince. Ça n'a pas dû être agréable. C'est le moment où la liaison a été découverte. La tienne? Oui. Et là, on a saisi cette occasion. C'était comme si les compteurs étaient remis à zéro. C'était... La rupture. Non, c'était d'abord le moment de tout se dire. Le fait qu'à ce moment-là, tu aies été d'une franchise absolue, ça m'a énormément aidée. Je me suis mise à réfléchir, à me remettre en question et à m'interroger sur ma propre sincérité. Et je me suis demandé si j'étais moi-même vraiment honnête. Qu'est-ce qui a mené à cette liaison? Est-ce que ça venait d'un manque ou d'un besoin particulier? Pour moi, je vais utiliser un mot méchant, c'était comme un achat plaisir. Une valorisation facile et immédiate. Tu es super. J'avais vraiment besoin de me libérer de ce schéma dans lequel je m'étais englué. Je n'avais plus envie d'être le pater familias, le responsable. Je voulais être moi, tout simplement, sans tous ces devoirs qui me pesaient. Moi, je dirais que je pensais avoir besoin de certaines choses. Ce qui était important pour moi, c'était de prendre cette liberté de me consacrer à mes envies. Et à ce moment-là, je voulais sortir, écumer Berlin la nuit,
J'avais tout le temps envie d'embrasser quelqu'un et je voulais être avec des femmes. Je voulais enchaîner des tas d'expériences. Vivre. Vivre, oui. Et moi, j'avais envie de parenthèses enflammées avec ma femme, qu'on ne soit pas seulement des papas-mamans. Oui, ça, on ne le faisait pas, par exemple. Nous, c'était dimanche soir, la série policière à la télé, la demi-bouteille de vin blanc. Et c'est très bien d'ailleurs, mais il y avait quelque chose qui nous minait inconsciemment. On n'avait pas le courage de se dire « Bon, on va s'asseoir tous les deux, on va déballer toutes les conneries qu'on a faites chacun de notre côté et on verra ce qu'on peut faire à partir de là. » On n'a pas eu ce cran. Et finalement, c'est la vie qui s'est chargée de nous mener jusque-là. En général, on dit que pour une séparation réussie, il faut avoir éliminé toutes les interrogations ou presque, et parler énormément à l'autre. C'est une façon de surmonter les blessures. Parce que les questions comme « pourquoi c'est arrivé ?», « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» ou « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?», ce sont des choses qui peuvent nous préoccuper très longtemps. Et en même temps, il est important de comprendre que certaines relations peuvent parfois tellement s'envenimer que le seul chemin viable de la séparation, c'est le plus court et le plus direct. Il ne faut pas se perdre dans les méandres de conversations qui ne mènent nulle part, mais couper net la relation. Mais la fin d'une relation a souvent des répercussions au moins dans la tête. Tous ceux qui ont un jour été trompés ou plaqués pour quelqu'un d'autre connaissent ce sentiment, la soif de vengeance et de représailles. Comme ce serait bon de voir souffrir son ex. Je constate des différences entre la ville et la campagne. Dans une petite commune de 20 à 30 000 habitants, tout le monde se mêle de la vie de tout le monde. Et là, bien sûr, on veut faire bonne figure. Donc, on va se disputer plus violemment pour des détails, comme la brosse de toilette violette. À Berlin, je trouve les gens un peu plus généreux. Quand il y a des enfants, c'est toujours compliqué. Une séparation peut faire ressortir la laideur qui est en nous, c'est certain. Et le fait d'être d'accord sur les éléments essentiels de la négociation avec son ex n'empêche pas de souffrir. Après la séparation, vient souvent le deuil. Comment faire pour surmonter un chagrin d'amour, pour pardonner à l'autre et lâcher prise ? Un chagrin d'amour, c'est super. C'est une expérience qui rend les gens très créatifs. Certes, notre Eros se plaint. Il crie, il pleure parce qu'il a été délogé. Mais il est bien là. Et toute cette énergie, cette force de la passion, on peut l'orienter vers autre chose. Le travail ou des projets innovants. C'est une erreur fondamentale de craindre de tomber amoureux par peur de vivre un chagrin d'amour. Écrire, c'est une excellente thérapie. Les gens nous le disent souvent, et on peut d'ailleurs le démontrer. Le fait de souffrir libère des quantités formidables d'énergie. Guérir par l'écriture, ça me va. Avec Thomas, on fait un petit exercice contre le chagrin d'amour. Chacun note une réflexion ou un souvenir lié à une relation passée et vogue les petits bateaux. On aurait peut-être dû les poser dans une rivière. S'ils reviennent, on est guéri. C'est si incertain. T'as écrit quoi, toi? J'ai souhaité bon vent à mon ex. Il est où, mon bateau? Ah, il est juste là. Il végète dans son coin. Et toi, t'as mis quoi? J'ai écrit que je lui laisse l'argent qu'il me doit pour la boîte de Lego. Je commence petit. Pour des Lego? C'est facile, ça? L'idée, c'est de vraiment lâcher prise sur quelque chose. Mais nous, humains, on a du mal avec ça. On ne veut pas lâcher. On ne veut pas laisser filer. Au contraire, on s'accroche. Reste avec moi. Je conseille plutôt de faire une liste noire tout de suite après la rupture. Tout ça, c'était merdique. Sur cette liste, on peut mettre que le sexe, c'était pas folichon, ou alors... Ou qu'il avait souvent une haleine de chacal. Tout ce qui te dérangeait. Cette liste, tu l'affiches dans ton appartement et elle va t'aider quand tu doutes. Quand tu te dis... En fait, c'était vraiment chouette. Je veux qu'on se remette ensemble. Là, tu regardes ta liste et tu te dis « Ah,
Ok. En fait, non, ça va. Je recommande carrément une thérapie. Parce qu'on enterre tout ça trop vite. Et l'entourage aussi. On te donne 2 semaines pour te remettre, et après ça, tu n'as plus le droit de t'apitoyer sur ton sort. Si tu continues d'avoir le cafard au-delà de ce délai, on va trouver ça bizarre. Et fatigant. Oui, un peu pénible. Oui. Mais peut-être que tu es vraiment triste et que tu vas le rester pendant 1 an. Ce serait bien qu'on autorise les gens à vivre cette phase de mélancolie. Et qu'on se l'accorde aussi. Un bon tiers des partenaires se remet très rapidement d'une rupture. Ensuite, on a 40 à 50% des gens qui sont assez bien rétablis au bout de 4 ans. Et il en reste 20% qui continuent d'avoir du mal. Ce sont souvent des personnes qui redoutent le changement, qui sont assez peu extraverties, des personnes qui ne vont pas naturellement vers les autres et qui ont aussi du mal à demander de l'aide. La méthode qu'on choisit souvent tout naturellement pour surmonter un chagrin d'amour, c'est de mettre le plus de distance possible entre soi et l'autre. On va chercher à s'éloigner géographiquement, mais aussi dans sa tête. Et ça, c'est sans doute le plus difficile. C'est surtout difficile quand il y a des enfants dans l'équation. À cause d'eux, Yana et Elmar étaient obligés de rester en contact. Mais dans leur cas, ce lien était une bonne chose. Il leur a permis de bien gérer leur rupture, au point que 2 ans plus tard, ils se sont remis ensemble. J'ai demandé l'aide d'un psychologue, j'ai pris mon temps, je suis allée au sauna, j'ai même pris des bains d'eau glacée, tout pour me reconnecter à la réalité. Comment on arrive à retrouver confiance en l'autre après une histoire comme la vôtre? Avec le recul, ce qui a été utile pour reconstruire la confiance, c'est de faire de nouvelles expériences. Par exemple, je prends l'initiative, je lui demande quelque chose, et là je vois qu'il accepte de le faire. Donc tout va bien, je m'en faisais une montagne et ça s'est bien passé. Oui, c'est très important de dire « tu peux tout exiger de moi », parce que ça ouvre un espace de discussion dans lequel l'autre est en confiance. Aujourd'hui, c'est vraiment le fondement de notre relation, dans toutes ses dimensions. Je trouve que ça a aussi changé la façon dont on aborde notre relation au corps. Il y a moins de sentiments de honte, on a davantage envie de se montrer à l'autre tel qu'on est, parce qu'on sait qu'en face, il y a un regard ouvert, sans arrière-pensée, sans risque de mauvaise surprise. Et on ne s'interdit pas de se donner rendez-vous dans notre chambre. On n'a pas besoin d'être uniquement dans la spontanéité, de se retrouver quand ça nous prend. Il y a tout autant de sincérité quand on prévoit ce moment d'intimité, quand on prend le temps de le vivre. Tu as dû avoir un immense sentiment de culpabilité. Comment tu l'as géré? Il y a eu d'abord cette prise de conscience. Oh non, c'est pas possible. C'est une attitude qui empêche la réflexion quelque part. On se dit « je suis nul, je suis le dernier des cons ». Et on met son attitude sur le dos d'un déséquilibre psychologique. Et finalement, j'ai surmonté ça avec beaucoup de soutien, de discipline, de patience, de persévérance, et surtout avec l'aide d'une femme qui ne m'a jamais abandonné. Sur le plan humain, je veux dire. J'ai senti qu'il y avait une partie de moi qui pouvait aborder tout ça avec générosité et avec douceur. Mais d'un autre côté, il y avait aussi cette sorte d'avatar qui était en colère et plein de haine. Et il restait de l'amour dans un petit coin de mon âme. Il était plus ou moins présent, mais il n'a jamais disparu. Donc on était séparés, on a surmonté la période de la pandémie ensemble. Et un jour, je l'ai regardé s'éloigner de la voiture dans le crépuscule. Je voyais sa silhouette se dessiner. Et tout à coup, je me suis dit, je l'aime encore. Et ce qui m'a beaucoup aidé à pardonner, c'est de me dire que je le faisais aussi pour moi. Parce que je voulais être heureuse et que je ne pouvais pas l'être tant que je ne lui aurais pas accordé mon pardon plein et total. Si je ne le faisais pas, je continuerais de porter ce poids et ça, je m'y refusais catégoriquement. Ça m'a beaucoup aidée. Beaucoup de divorcés regrettent de ne pas s'être confrontés plus tôt à cette crise.
de ne pas avoir suffisamment communiqué. On les entend souvent dire après coup qu'ils auraient dû s'investir davantage dans ce qu'ils avaient en commun. Aujourd'hui, Yana et Elmar tentent de transmettre à d'autres couples ce qu'ils ont appris de leur séparation. Avoir le courage de se montrer tel qu'on est, avec ses besoins, ses valeurs, son projet de vie, avant qu'il ne soit trop tard. Et si cette franchise doit briser la relation, c'est qu'elle reposait de toute façon sur de mauvaises bases. On retrouve ici l'idée de Thomas, arrivé dès le premier rendez-vous avec sa liste de desiderata, plutôt que d'espérer un miracle. Je n'ai plus envie de perdre mon temps dans des expériences aléatoires. C'est pour ça que désormais, je procède de façon rigoureuse et j'examine le terrain de jeu dans le détail, avant d'y mettre les pieds. Génial! Oui, ce qui m'a aidé, c'est que ma partenaire de l'époque était partie faire le tour du monde pendant 4 mois. Ce qui fait qu'il n'y avait pas le risque de rompre de façon trop hâtive. C'était la méthode qui me convenait. Et ton couple actuel, il va durer, tu crois? C'est pour toujours? Oui, il est parti pour tenir quelques années. Je crois même qu'on est ensemble pour toujours. Oui.